Bonjour et bienvenue sur Projet Libre, le podcast de linuxfr.org qui parle de logiciels libres, de données ouvertes et de commun numérique. Je suis Walid Nou et aujourd'hui, je suis très heureux. J'ai avec moi 3 invités avec qui on va faire un épisode de suivi sur la facturation électronique. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à aller écouter l'épisode numéro 1 de la saison 4 dans lequel on avait abordé le sujet de la facturation électronique et ses implications sur la communauté d'Olibar et sur la communauté de l'OCA, l'Audio Community Association. Et donc aujourd'hui, je suis ravi, avec moi, j'ai 3 invités. Philippe Scofoni, qui est président de l'association PDP Libre, on va vous en dire plus tout à l'heure, et membre de la communauté d'Olibar. Maxime Colas, qui est fondateur de ATM Consulting et président de l'association d'Olibar. Et Alexis Delattre, qui est développeur Odoo chez Accrétion et membre de l'OCA, l'Audio Community Association. Eh bien, bienvenue à tous les 3. Je suis ravi de pouvoir faire un épisode de suivi avec vous sur où on en est de ce magnifique sujet. Pour la présentation habituelle des invités, on va faire très simple pour Alexis et pour Philippe. Si vous voulez en savoir beaucoup plus, je vous invite à aller écouter le premier épisode. Je vais leur laisser juste la parole pendant 2 minutes pour qu'ils se présentent de manière un peu plus succincte. Et Maxime, écoute, toi, c'est la première fois que tu passes sur le podcast, alors bienvenue et je te laisse commencer par te présenter. Qui es-tu et comment est-ce que tu as découvert, à quel moment tu as découvert d'Olibar? Merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, c'est Maxime Colas, je suis le créateur d'ATM Consulting depuis 2012, basé à Valence. On est intégrateur de la solution d'Olibar, on fait exclusivement du Dolibar depuis tout ce temps. On est une équipe de 25 personnes et on intervient sur toute la France. Moi, j'ai découvert Dolibar, je dirais, autour de 2010, dans ma première expérience professionnelle, où j'étais déjà associé avec un ex-collègue à l'époque. On était prestataire de chez Veolia, du service informatique de Veolia. Et il fallait qu'on facture nos prestations. Donc j'ai découvert Dolibar à ce moment-là, j'ai vu que c'était sympa. Et donc 2 années plus tard, quand j'ai voulu créer mon entreprise, le choix de Dolibar a été vite fait pour intégrer cette solution open source. Ok, et tu connaissais le logiciel libre avant Dolibar? Oui, parce que donc dans ce premier métier de prestataire chez Veolia, on avait un gros projet tourné autour du CRM. Moi, je sortais tout juste d'études à l'époque et donc pour pouvoir faire un peu de proof of concept dans ce projet CRM, on s'était basé à l'époque sur Sugar CRM, qui est un open source qu'on a testé un peu dans tous les sens pour voir quelles étaient les capacités du logiciel et voir si ça répondait aux besoins de Veolia à l'époque. Bon, la direction a choisi de partir sur un autre outil propriétaire après, mais au moins tout le POC a été fait sur de l'open source. Ok, merci. Philippe, est-ce que tu veux te représenter rapidement ? Oui, bonjour, merci pour cette nouvelle invitation. Philippe, donc alors aujourd'hui je suis là avec ma casquette de président d'une association, PDP Libre. Alors on prendra peut-être un peu plus de temps tout à l'heure pour en parler. Voilà, je suis aussi intégrateur d'Olibar via ma société OpenDSI depuis 2012 aujourd'hui. Voilà. Très bien. Et Maxime, de ton côté ? Alexis. Pardon, excuse-moi, Alexis. J'ai commencé l'open source avec le projet Vidéolan, dont le composant le plus connu est VLC Media Player quand j'étais étudiant. Et puis je travaille sur Odoo depuis 2008. D'abord pour ma société, et puis ensuite en 2010, je suis devenu intégrateur Odoo avec quelques années plus tard la création d'Accrétion. Et dans l'Odoo Community Association, j'ai toujours été actif sur les modules qui touchent à la compta au sens large, c'est-à-dire la compta, la partie bancaire, facturation électronique, douane, et du coup naturellement sur la réforme de la facturation électronique. Dans mes faits d'armes un peu sur le sujet de la réforme de la facturation électronique, j'étais même le premier à implémenter la norme FactureX dans un logiciel de gestion. C'était à l'époque où la norme FactureX était encore en version bêta. Et puis un autre de nos faits d'armes, c'était qu'avec un de mes clients, on était les premiers à déposer une facture FactureX sur Chorus Pro, c'était en 2018. Et voilà, à l'époque, on était vraiment au début de la norme FactureX. Et puis voilà, après, il y a eu la réforme. Et donc, je suis actif sur les développements des modules Odoo pour la réforme de la facturation électronique. Ok. On va pas refaire tout l'historique de la facturation électronique, par où ça passe, etc. Tout ça, je vous invite vraiment à aller écouter le premier épisode. On va se concentrer aujourd'hui sur qu'est-ce qui a changé depuis ce premier épisode, puisque maintenant vous êtes tous en phase d'implémentation. Donc la première chose que je voudrais, c'est qu'on explique, est-ce qu'il y a eu des évolutions réglementaires dans les derniers mois sur ce sujet-là,
Voilà, et est-ce que ça vous a impacté d'une manière ou d'une autre? Alexis, est-ce que tu veux commencer peut-être? Du coup, les principaux changements, c'est dans le PLF projet de loi de finances 2026, où pour moi, il y a eu deux choses importantes dans ce projet de loi de finances. Bon, la première chose importante, c'est d'abord que c'était la dernière fenêtre de tir pour éventuellement changer le calendrier. Parce que comme il est inscrit dans la loi, s'ils veulent changer le calendrier, il faut passer par la loi. Et donc, potentiellement, par le projet de loi de finances, c'était ça. Donc finalement, le fait qu'ils aient pas touché au calendrier dans ce projet de loi de finances, c'était la confirmation que la réforme allait bien démarrer au 1er septembre 2026. Ils ont quand même la possibilité par décret de décaler la date de 3 mois par simple décret. Mais voilà. Donc ça, c'était finalement une confirmation qui touchait pas au calendrier. Deuxième chose importante dans le PLF 2026, c'est que, en fait, ils avaient décidé l'abandon du portail public de facturation, le portail public géré par Bercy qui devait permettre aux entreprises qui voulaient pas payer un prestataire privé de pouvoir déposer, recevoir leurs factures gratuitement. Le fisc avait décidé d'arrêter ce projet, probablement parce que c'était un naufrage logiciel en termes de développement. C'est ça qui s'est passé, même s'ils ont eu un peu de mal à l'admettre. Et en fait, dans la loi, il était encore mentionné ce portail public gratuit. Donc, fallait quand même enlever les textes de loi qui faisaient référence à ce portail gratuit parce ils l'avaient pas fait dans le PLF 2025. Et donc là, ils ont effectivement enlevé tout ce qui touchait à la solution gratuite fournie par l'État. Et ensuite, il y a une autre chose importante du PLF 2026, c'est que, en fait, à l'époque où il y avait le portail public, le portail public de facturation, une entreprise qui ne faisait rien, elle était attribuée automatiquement, par défaut, au portail public de facturation pour recevoir ses factures. Maintenant qu'il n'y a plus de portail public, une entreprise qui ne fait aucun choix, qui ne fait rien, et qui laisse passer la date limite, elle se retrouve on peut pas lui envoyer une facture parce qu'elle n'est pas présente dans l'annuaire avec une plateforme agréée associée. Et donc, du coup, là, ils ont introduit des amendes pour les entreprises qui ne feraient pas le choix d'une plateforme agréée avant le 1er septembre 2026. Et donc, il y a d'abord une mise en demeure de 3 mois, et puis passer ces 3 mois de mise en demeure, une première amende de 500 €. Et puis, si 3 mois plus tard, vous n'avez toujours pas choisi de plateforme agréée, une amende qui est montée à 1 000 €. Donc du coup, voilà, des amendes pour forcer un peu les entreprises à bien faire un choix de plateforme agréée. Normalement, on est censé le choisir avant le 1er septembre 2026. Et ça, c'est toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, pour pouvoir recevoir des factures. Ok. Donc finalement, rien qui vous impacte directement dans les choix ou dans la direction que vous avez pris, quoi. Non, sinon rien d'autre. Enfin, pour moi, je pense pas à d'autres choses. Mais c'était quand même quelque chose, d'important parce que en cette période d'instabilité politique, on n'était pas à l'abri d'un retournement de situation. Finalement, il n'y a pas eu de retournement de situation sur la réforme de la facturation électronique. Il y a eu un retournement sur l'histoire de la certification des logiciels de caisse, qui est un sujet bien différent, où il y a eu un virage à 180 degrés du législateur, mais pas sur la réforme de la facturation électronique, juste finalement la confirmation du calendrier. Et puis des trucs sur les amendes, etc., pour s'adapter à l'abandon du portail public. Maxime, Philippe, est-ce que vous avez des choses à rajouter là-dessus? Non, c'est très complet. Non, ouais, merci Alexis. Ok, vous aviez rajouté, je pense que c'était Alexis, des questions liées aux achats en magasin ou en restaurant et qui ont besoin d'une facture. C'est un sujet de passage un professionnel qui fait un achat dans un magasin pour son entreprise. Si c'est un tout petit montant, un ticket de caisse, ça peut suffire, mais quand c'est un montant un petit peu significatif, normalement, on doit avoir une facture en bonne et due forme pour justifier la charge et aussi justifier la TVA déductible. Dans ce qu'on appelle les cas d'usage de la réforme, par exemple, dans le cas d'un repas au restaurant pris dans le cadre professionnel. Donc, par exemple, j'invite un client au restaurant ou quelque chose comme ça. Il précise que en dessous de 150 € hors taxe, il y a une tolérance pour juste avoir un simple ticket de caisse, mais il précise qu'au-delà de 150 € hors taxe, on est censé avoir une facture en bonne et due forme, et donc du coup que le restaurateur émette une facture électronique à destination de l'entreprise. Et donc pour ça, il faut qu'ils connaissent l'adresse de facturation. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils connaissent sur quelle ligne d'annuaire il doit nous facturer. On doit avoir à minimum une ligne d'annuaire qui est basée sur le SIREN. Mais les entreprises peuvent choisir d'avoir plusieurs lignes d'annuaire, histoire de faire par exemple un routage des factures entre différents services, c'est leur organisation interne après. Et donc, du coup, pendant une des conférences qui abordait justement ces sujets-là, des frais professionnels,
il y a une personne de la DGFIP qui abordait le sujet concret et qui, en tout cas dans ce qu'il a dit dans cette conférence, il disait oui, il y aura la possibilité de montrer un QR code, donc que le professionnel puisse montrer aux commerçants ou au restaurateur un QR code pour que le restaurateur puisse facilement scanner leur QR code pour obtenir l'adresse de facturation sur laquelle il doit adresser la facture. Donc moi, je trouvais ça intéressant, parce que c'est la première fois que j'entendais parler de concrètement comment on pourrait facilement transmettre l'adresse de facturation rapidement et facilement quand on est physiquement en magasin. Et donc, suite à cette conférence, moi, j'ai été, comme j'avais pas vu, pourtant j'ai bien potassé tous les différents documents des normes AFNOR, les documents sur le site des impôts, etc. J'avais pas entendu parler de ce QR code. Donc du coup, j'étais à la pêche aux renseignements. Et puis là, j'apprends qu'en fait, oui, ils ont mentionné ça pendant la conférence, mais en réalité, ça n'a pas été normalisé jusqu'à présent. J'en ai parlé avec le président du Forum national de la facturation électronique, Cyril Sautreau, que j'ai la chance de connaître. J'en ai parlé avec une personne de GS1. GS1, c'est l'organisme qui a normalisé les codes barres dans la grande distribution. J'ai la chance de connaître aussi. Donc, j'en ai parlé pour être sûr qu'il y avait vraiment rien qui était aujourd'hui sur la table. Et donc, ils m'ont tous confirmé qu'effectivement, c'était abordé à la conférence, mais que, en fait, non, c'était pas encore spécifié précisément. Et du coup, je me suis dit quand même, faut avancer sur ce sujet concrètement. Donc, j'ai fait l'exercice de proposer un standard. En disant, voilà, je propose quelque chose, venez donner votre avis, qu'est-ce que vous pensez de la norme. Bon, donc, comme j'ai je connais un peu les codes barres d'une manière générale, les codes barres 2D, les codes barres 1D, les codes barres j'ai plusieurs clients dans le monde médical, et dans le monde médical, c'est assez courant les codes barres en 2 dimensions qui, dans un même code barre, codent plusieurs informations, le code article, le numéro de lot, la date de péremption, tout ça dans un seul code barre. Donc là, c'est pareil, on veut que dans un seul code barre, il y ait à la fois l'adresse de facturation de l'entreprise et peut-être potentiellement d'autres infos optionnelles, d'autres infos, par exemple, je sais pas, le matricule du salarié pour savoir qui a acheté ou des choses comme ça. Des infos qui pourraient après se retrouver dans la facture que reçoit l'entreprise, par exemple. Donc, du coup, j'ai écrit une norme que j'ai inventée moi-même. Enfin, c'est tout simple, parce qu'un code barre 2D, c'est jamais qu'une chaîne de caractères qui est représentée sur forme graphique. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on met dans la chaîne de caractères pour codifier les différentes informations et transporter les différentes informations. La seule qui étant obligatoire étant la ligne d'annuaire de l'entreprise sur laquelle elle veut recevoir sa facture. Et donc, voilà, j'ai essayé de lancer quelque chose en espérant que ça soit repris par le Forum national de la facturation électronique ou un des groupes AFNOR. Bon, je sais pas si ça réussira à faire bouger les lignes, mais j'ai amené ma petite pierre à l'édifice, histoire de rentrer un peu dans le concret et de dire, voilà, allez, je propose quelque chose, dites ce que vous en pensez, proposez mieux, etc. Mais j'étais finalement un peu déçu de voir que finalement ce sujet concret de comment en magasin je peux transmettre mon adresse de facturation avait pas vraiment été correctement traité. Et en fait, quand on discute avec notamment les gens du Forum national de la facturation électronique, le scénario qui semble en tout cas plutôt évoqué aujourd'hui, c'est pas tant le fait de transmettre son adresse de facturation, c'est plutôt de dire que sur le ticket de caisse, voire à l'affichage en caisse, il y aurait un QR code, que après le passage en caisse, avec son téléphone, on viendrait scanner ce QR code, ça nous amènerait sur un portail web du commerce, et ce QR code, il ferait le lien avec le ticket de caisse. Donc, en gros, on retrouverait son ticket de caisse sur ce portail web, et là, on pourrait indiquer l'adresse le sirène de son entreprise, sélectionner sa ligne d'annuaire sur laquelle on souhaite recevoir la facture, et finalement, sur cette plateforme web, on transformerait son ticket de caisse en facture électronique qui sera ensuite mise. Mais du coup, ça sera un process qui aurait lieu après le passage en caisse, avec un QR code qui aurait été scanné sur le ticket de caisse, etc. Enfin, c'est un truc qui aurait lieu a posteriori, quoi. Bon, pourquoi pas? Je veux dire, les solutions, il y a différentes solutions, mais voilà, je trouvais que elle a aussi ses inconvénients, cette solution-là. C'est pas la solution parfaite non plus. J'ai essayé de faire un peu bouger les lignes. On verra si je réussis à faire bouger les lignes ou pas. On verra. Alors maintenant, rentrons un peu dans le dur du sujet. Dans l'épisode 1, on avait expliqué que au niveau d'Olibar et au niveau OCA, il y avait du travail à mettre en place pour implémenter ce processus de la facturation électronique. On avait parlé des différents, du financement, comment ça allait se faire, etc. Maintenant, j'aimerais savoir, puisque c'est en septembre, donc c'est bientôt, où est-ce que vous en êtes sur ce process d'implémentation? Au niveau d'Olibar, Maxime et Philippe, où est-ce qu'on en est là-dessus, quoi? Peut-être Maxime, est-ce que tu veux commencer? Oui, avec plaisir. Aujourd'hui, on est en pleine phase de test du connecteur qu'on est en train de développer avec ESALink. On est
tout un groupe de travail qui se réunit toutes les 2 semaines pour faire justement ces tests, s'envoyer des factures entre nous, recevoir des factures et mettre dans les 2 sens. On a plein de choses encore à peaufiner, mais qui sont pour moi plus de l'ordre, j'allais dire, du processus métier fonctionnel. Des petites questions qu'on se pose, de se dire, est-ce qu'une facture que j'ai reçue de la part d'un fournisseur, dans mon Dolibar, j'ai le droit de la modifier? Est-ce que j'ai le droit de changer des choses dessus, alors que les données ont été bien codifiées en entrée quand on l'a reçue depuis la plateforme? On est plus dans ce genre de questionnement-là et d'ajustement-là. Est-ce que tu peux expliquer qui est Exalink, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Exalink est une plateforme agréée avec laquelle on est en train de travailler pour connecter Dolibar à Exalink. Alors, ça sera pas la seule qui sera connectable. Il y en a d'autres qui vont suivre. Mais on a fait le choix d'Exalink avec plusieurs intégrateurs parce qu'ils nous ont accompagnés depuis le début. Ils nous ont montré leur sérieux et leur envie de travailler avec nous. Ils ont mis à disposition tout un tas de ressources techniques qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un connecteur qui est, comme je disais, en phase de test, mais qui est quasi terminé. On a encore quelques choix à faire techniques, mais aujourd'hui, on arrive à émettre et à recevoir des factures dans les 2 sens dans un Dolibar en quelques clics. C'est aussi simple que d'envoyer une facture par mail aujourd'hui. Donc là, concrètement, ça se passe comment? Je facture un client, automatiquement, cette facture, elle est envoyée à la plateforme Exalink pour être ensuite routée vers le système de facturation de son client? Exactement, c'est ça. Après, tout réside dans le automatiquement, justement. C'est une des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on automatise vraiment l'envoi ou est-ce qu'on, comme aujourd'hui, un utilisateur a l'habitude de cliquer sur envoyer par mail, demain, il clique sur envoyer sur la plateforme? Est-ce qu'on force l'envoi à la validation? Est-ce qu'on développe aussi une fonctionnalité qui permet d'envoyer en masse des factures sur la plateforme? Moi, j'ai aussi pas mal d'utilisateurs qui ont des générations automatiques de factures la nuit, des factures récurrentes qui sont complètement automatisées. Donc, celles-là, il faudra les déposer en automatique. On va pas demander aux utilisateurs de reprendre manuellement ces factures auto-générées pour les déposer à la main. Voilà, c'est ces choix métiers dont je parlais, un peu fonctionnels, qui nous restent à faire et les petits automatismes. Et toute la partie gros du travail sur le connecteur, les échanges de flux et le traitement des flux et la mise à jour des flux, celui-là, il est quasi, il est en train d'être peaufiné, quoi. Il est sur la fin. Et comment ça se passe quand Dolibar est le réceptacle de la facture de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à partir du moment où la facture, elle est mise, elle arrive via la plateforme sur Dolibar? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors dans ce cas-là, la facture arrive aujourd'hui telle en l'état, elle arrive dans le système en tant que ce qu'on appelle nous dans Dolibar une facture fournisseur brouillon, et il y a une action manuelle de la part d'un utilisateur qui permet de dire est-ce que j'accepte ou est-ce que je refuse la facture pour pouvoir envoyer justement la mise à jour du statut sur la plateforme. Et au moment du refus, si c'est le cas, il y a un motif de refus qui doit être sélectionné, qui fait partie des 10-12 motifs disponibles définis dans la norme aujourd'hui. Est-ce que c'est un travail qui a été compliqué à faire, qui a été long? Combien de temps vous avez passé à travailler sur ce module? Tu complètes ce que je dis, Philippe. Ça n'a pas été simple, effectivement, parce que on est une communauté avec plein d'acteurs, plein d'intégrateurs, plein de développeurs à droite, à gauche. On a chacun nos activités respectives. Et le travail communautaire aujourd'hui autour de Dolibar, il est très empirique, j'ai envie de dire. Chacun propose des améliorations. Il n'y a pas aujourd'hui une direction de projet avec des cahiers des charges, des recettes, tout bien formalisé, etc., comme on pourrait le faire en entreprise, on va dire. Donc, pour organiser la communauté et même ce groupe de travail, c'était un bon boulot qui a été initié par Philippe, justement, au début, avec ses équipes. Mais le chef de projet principal de la communauté Dolibar aujourd'hui a pris à sa charge, justement, le développement du cœur du connecteur. Ils ont fait le gros du travail et maintenant ils sont arrêtés là-dessus. Ils ont laissé le groupe de travail prendre la suite, faire commencer les tests et ensuite compléter, corriger ce qu'il y avait à corriger. Déjà, la première question, c'est est-ce que vous pensez que vous serez prêt pour septembre 2026? Et si oui, est-ce que dans cette version 1 du connecteur, vous implémentez tout ce qui est nécessaire, enfin toutes les fonctionnalités de ce qu'on entend par réforme de la facturation électronique tel que c'est prévu pour être mis en place en septembre 2026? Moi, je dirais oui, on sera prêt bien sûr pour septembre 2026. On est déjà en ordre de marche. Et après, sur le côté couverture fonctionnelle de la réforme, il manquera des cas, c'est sûr. Aujourd'hui, on a géré, on a traité les cas les plus courants parmi nos utilisateurs. Mais très clairement, je pense, et je dis ça, je sais même pas s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui a travaillé dessus, mais je pense au cas de la facture de situation, par exemple, pour le domaine le secteur du BTP. Pour l'instant, elle n'est pas finalisée. Donc, on a quelques cas comme ça qui sont pas encore complètement traités, mais j'ai aucun doute que ça va se faire dans la foulée. Aujourd'hui, le module couvre clairement pas les 42 ou je crois 42 usages gentiment décrits dans la réforme. Ça va se faire un peu au fur et à mesure. Là, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui réponde au socle de la réforme.
C'est déjà le cas. Maintenant, on sait qu'il va rester plein de trucs particuliers, enfin de tous les cas d'usage en fait à implémenter. Il y a plusieurs, le facturage, le factor, etc. Donc ça fait partie du travail qui reste encore à faire. En tout cas, d'ici septembre, il y aura certainement pas tout. Il y aura les principaux peut-être cas d'usage qu'on aura peut-être déblayés. C'est encore un long chemin. Est-ce qu'il y a une période, alors je sais plus qu'on appelle ça, pas période de carence, mais est-ce qu'il y a une période de tolérance? Ouais, voilà, de tolérance. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelques mois, les premiers mois, pour que tout le monde se mette bien en ordre de marche, etc. Comment ça se passe? Le projet est tellement ambitieux, je pense que l'État va être entre guillemets raisonnable. Je pense qu'à partir du moment où on démontrera qu'on s'est inscrit sur l'annuaire, qu'on envoie des choses bien faites, mal faites. Je pense qu'au démarrage, l'État se contentera déjà si les gens s'ils sont inscrits sur l'annuaire, si les ETI, les grandes entreprises envoient vraiment leurs factures. Elles ne sont pas très présentes de ce que j'ai cru comprendre actuellement sur les tests de la facturation électronique. Voilà, je pense que l'État sera content. Je pense que 2026-2027, ça va rester encore une grosse période de transition avec, c'est à souhaiter, une tolérance de l'État sur les erreurs, les problèmes et autres qui n'auront pas manqué de surgir. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que pour les PME, on parle bien des PME, c'est quand même une réforme en 2 étapes. L'étape du 1er septembre 2026, c'est il faut choisir sa plateforme agréée pour recevoir les factures. Mais l'obligation d'émettre les factures pour les PME, elle est à partir du 1er septembre 2027, où là on a donc 2 nouvelles obligations 1er septembre 2027, l'obligation d'émettre les factures en B2B et l'obligation du e-reporting. Le e-reporting, c'est tout ce qui concerne en fait la remontée des informations sur la facturation, ce qu'on appelle en B2C, donc vers les particuliers, donc tout ce qui est ticket de caisse ou des factures pour des particuliers qui n'ont pas de numéro, enfin qui sont pas assujettis à la TVA. Et puis en fait dans le e-reporting, il y a beaucoup plus que ça. Il y a aussi la remontée des factures de facturation à l'export, que ce soit en intracommunautaire ou extracommunautaire. Il y a aussi les factures des acquisitions intracommunautaires. Donc quand j'achète hors taxe dans l'Union européenne et qu'il y a un mécanisme qui s'appelle l'autoliquidation de la TVA, et ben ça, il faut remonter les informations de ces acquisitions intracommunautaires. Il faut remonter les informations des acquisitions extracommunautaires de prestations de services. Il faut remonter les informations des encaissements de ces factures clients si elles sont sous le régime de la TVA sur encaissement. Donc en fait, le e-reporting, c'est un gros morceau. C'est un peu ce que j'appelle la face cachée de l'iceberg. Et c'est le truc pas drôle, le e-reporting. Et ça, pour les PME, ça ne commence que à partir du 1er septembre 2027. Voilà. Pour les grandes entreprises et les ETI, par contre, eux, tout démarre au 1er septembre 2026, à la fois la réception des factures et l'émission des factures et le e-reporting. Pour eux, normalement, tout démarre en septembre de cette année. Petite chose quand même à garder en mémoire, c'est que entre les 2 échéances, il y a l'élection présidentielle. Bon, alors normalement, ce n'est pas censé influer sur ce genre de choses, mais faut quand même garder ça en mémoire. Bon, alors après, on peut spéculer sur ce qui peut se passer. Moi, je peux vous donner mon avis personnellement. Je pense que si ça démarre bien en septembre 2026 et que ça fait pas trop de vagues et qu'il n'y a pas de gros problèmes qui viendraient survenir, je pense que ça sera pas un sujet de campagne présidentielle et que voilà, ça restera un sujet technique entre le fisc et les entreprises et que ça viendra pas interférer dans le débat public. Mais s'il y avait des vagues, des problèmes, des trucs qui viendraient un peu faire les titres de certains journaux, peut-être qu'à un moment il y aurait des candidats qui se saisiraient du sujet en disant wow, c'est quoi cette folie administrative du e-reporting, etc. Parce que il y a encore un certain nombre de gens qui s'opposent au e-reporting en disant c'est le e-reporting, c'est quand même un peu c'est très lourd, etc. Ils ont tout à fait raison d'ailleurs de le faire. Et du coup après avoir, on ne sait pas ce qui peut se passer dans une campagne présidentielle et ce qui peut déboucher après. Donc voilà. Bon, moi j'espère que la réforme va démarrer et que il y aura pas des soucis qui viendront faire la une des journaux, mais on verra. Moi, j'ajouterais juste pour revenir au sujet effectivement de la tolérance du démarrage, c'est que l'obligation, elle est d'être pour les entreprises en capacité de recevoir effectivement dès septembre. Le fait qu'il y ait un connecteur qui permet de faciliter l'intégration de la facture dans le logiciel, le RP de l'entreprise, ça, c'est lesquels l'État s'en fiche un peu.
partir du moment où l'entreprise s'est déclarée effectivement dans l'annuaire et qu'elle est en capacité d'aller récupérer ses factures sur une plateforme quelle qu'elle soit, que la plateforme soit connectée par un flux automatisé avec l'ERP, ça la regarde pas. C'est quelque chose qui va faciliter la gestion de l'entreprise en elle-même. Oui, c'est-à-dire que là, quand on parle du cas des PME, finalement, le fait d'avoir un connecteur entre son logiciel comptable et sa plateforme agréée qu'on a choisie, c'est en réception, c'est presque un luxe. C'est-à-dire que c'est, voilà, évidemment, le confort d'avoir la facture qui s'importe automatiquement, etc. Ça fait gagner du temps, c'est précieux. On est tous là pour faire gagner du temps à nos utilisateurs. Mais finalement, quelqu'un qui aurait une vieille version qui n'a pas été mise à jour et qui peut pas installer ce module, finalement, il ira sur le portail web de sa plateforme agréée et il récupérera ses factures qu'il aura reçues. Ce qui finalement fait déjà gagner du temps parce que aujourd'hui, quand on fait sa comptabilité, on se connecte sur le portail d'EDF pour récupérer sa facture d'électricité, on se connecte sur le portail de Orange, SFR ou Bouygues ou Free ou je sais pas quoi pour récupérer sa facture d'accès Internet, on se connecte sur le portail de son télépéage pour ses déplacements professionnels voilà. Donc finalement, on passe sa vie à se connecter sur plein de portails différents. Et là, si tout marche comme prévu, on aura sur sa plateforme agréée finalement un portail unifié, on reçoit toutes ces factures. Donc déjà, ça c'est un gain de temps en termes de réception. Et donc, si elle remonte pas en automatique, voilà, mais c'est déjà un gain de temps en soi. Après, là où ça change la donne, c'est pour les PME à partir de septembre 2027, en émission. Si on n'a pas un connecteur ou un module qui permet de relier son logiciel de gestion, son logiciel de facturation à sa plateforme agréée, là, ça veut dire pour chacune des factures qu'on émet, il faut la déposer à la main sur sa plateforme agréée et potentiellement qu'elle passe dans un système de reconnaissance de caractère. On sait que la reconnaissance de caractère, c'est jamais fiable à 100%, même si avec l'IA, ça fait énormément de progrès. Et là, après, il faut vérifier qu'elle a bien tout reconnu, etc., etc. Donc là, pour le coup, il y a une vraie perte de temps par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait un envoi par mail ou quelque chose comme ça. Et donc là, en fait, je pense que pour les PME, pour pas perdre en efficacité, c'est vraiment se dire d'ici à septembre 2027, d'avoir une mise à jour de son logiciel de gestion, son logiciel de facturation pour que quand j'envoie les factures clients à mes clients, je puisse automatiser autant que possible la transmission à ma plateforme agréée pour que ça soit fluide l'envoi des factures. Justement, là, toi qui avais la parole, maintenant, côté Odoo, côté OCA, où est-ce que t'en es déjà, toi ? Première chose à comprendre, c'est qu'il y a deux initiatives de choix entre deux implémentations. D'un côté, l'éditeur, donc la société belge Odoo SA, l'éditeur d'Odoo, s'est lancé dans un projet assez ambitieux de devenir lui-même plateforme agréée. Ils étaient déjà Access Point PayPal, ça depuis plusieurs années, ils étaient eux-mêmes Access Point PayPal. Ils avaient dit l'année dernière, voilà, on va se lancer pour être nous-mêmes plateforme agréée. Donc ils ont eu le statut de agréé sous je sais plus comment ça va, sous réserve là en janvier 2026 et puis là il y a quelques semaines ils ont obtenu leur agrément final et donc ils promettent, y compris à la fois sur la version d'édition Odoo Entreprise et aussi sur la version Odoo Community, d'avoir donc les modules de facturation électronique et ils les promettent gratuits, y compris sur la version communautaire, enfin open source et gratuite, en passant du coup par leur propre serveur et leur agrément de plateforme agréée. Voilà, donc ça c'est, on va dire, l'implémentation de l'éditeur. Pour l'instant, donc ils ont leur statut de plateforme agréée. Ils n'ont pas encore fait de démonstration de l'implémentation concrète dans Odoo. Je crois que ils l'ont promis pour le mois de mai, donc je pense que ça va arriver. Mais pour l'instant, on n'a pas vu trop la couleur de façon très très précise à ce jour. Et puis en parallèle de cette implémentation de l'éditeur, moi j'ai promis depuis longtemps, j'avais dit que j'allais implémenter sous forme d'un module communautaire open source la réforme de la facturation électronique en implémentant les API AFNOR, donc les fameuses API normalisées qui permettent de se connecter à toutes les plateformes agréées qui implémentent les API AFNOR. C'est pas une obligation pour les plateformes agréées d'avoir des API AFNOR, mais en tout cas pour les plateformes agréées qui ont vocation à s'interfacer avec des logiciels de gestion des entreprises, c'est quand même, la plupart ont promis des API compatibles AFNOR. Et donc voilà, moi j'implémente ça, donc ça sera une implémentation alternative à celle de l'éditeur, ça laissera le choix aux entreprises dotées d'Odoo de choisir l'implémentation de l'éditeur ou celle sur laquelle moi je travaille. Et où est-ce que j'en suis donc sur mon implémentation? Donc sur la partie e-invoicing, sur le volet e-invoicing de la réforme, j'ai implémenté toute la gestion de l'annuaire, ça c'est vraiment très finalisé. J'ai implémenté l'envoi et la réception de factures avec les cycles de vie, parce que les cycles de vie, c'est justement dire la facture est approuvée, la facture est en litige, la facture est refusée, la facture est mise en paiement. Enfin, il y a pas mal de
de choses qui permettent de partager le statut des factures entre clients et fournisseurs. Donc là, j'ai aussi les cycles de vie qui fonctionnent. C'est encore un peu en version bêta. J'ai encore du travail de finalisation et de peaufinage à faire. On sait que le travail de finalisation et de peaufinage, c'est souvent ce qui prend le plus de temps. Mais en tout cas, ça fonctionne. Je sais envoyer, recevoir des cycles de vie, envoyer, recevoir des factures. Voilà. Par contre, j'ai pas commencé le volet e-reporting de la réforme en sachant que nous, notre clientèle, c'est des PME. L'obligation de e-reporting, c'est 1er septembre 2027 et pas pour les PME, c'est pas 1er septembre 2026. Donc ce volet e-reporting, pour l'instant, j'ai pas encore attaqué ce chantier-là. Voilà. Je sais pas d'ailleurs sur le e-reporting sur Dolibar si vous avez fait comme moi, vous avez commencé par le e-invoicing et vous avez dit le e-reporting on verra plus tard, ou si vous êtes déjà dans le chantier du e-reporting. Même choix, même stratégie, même état d'avancement. D'accord, bon très bien. Je vois que parce que le e-reporting c'est la partie pas drôle de la réforme et c'est la partie pas drôle et pas simple de la réforme. Parce qu'en fait, sur le volet e-invoicing de la réforme, nous, et je pense que c'est pareil pour Dolibar, on avait déjà la génération FactureX, on avait déjà l'import FactureX et l'import UBL. Donc, finalement, le travail d'implémentation, ça a été surtout la gestion de l'annuaire, d'être capable de récupérer les lignes d'annuaire des entreprises, notamment pour celles qui ont plusieurs lignes d'annuaire, parce que là, il y a un enjeu de sélectionner la ligne d'annuaire sur laquelle on va facturer l'entreprise. Il y a eu le travail, évidemment, d'implémenter les API AFNOR pour s'interfacer avec ces API normalisées et pouvoir automatiser directement depuis le logiciel l'envoi et la réception, à la fois des factures, des cycles de vie et aussi le téléchargement des lignes d'annuaire pour une entité donnée. Et puis, il y a toute cette partie cycle de vie qui, pour moi, je pense pour vous aussi, à Dolibar, c'était aussi une découverte. Ça pour le coup, il n'y avait pas ça jusqu'à présent. Sur Chorus Pro, les cycles de vie, c'était pas des fichiers XML normalisés comme on le connaît dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Donc, il a fallu apprendre un petit peu à découvrir ces fichiers XML de cycle de vie et connaître un peu les subtilités de ça. Moi, c'est assez récent, les cycles de vie, je l'ai implémenté il y a quelques semaines. J'ai commencé à avoir une première implémentation qui fonctionne seulement il y a quelques semaines et je suis en train un peu de finaliser l'implémentation des cycles de vie. Et là, donc, ce travail, il est fait, c'est un module à part, un module OCA à part. C'est un module communautaire effectivement que moi je développe, mais c'est pas un module officiel de l'éditeur. Il y aura vraiment le choix entre d'un côté l'implémentation de l'éditeur. Pour l'instant, on n'a pas trop vu la couleur. On sait qu'ils ont l'agrément, ils sont devenus plateforme agréée, mais ils n'ont pas montré la partie utilisateur, les modules côté dans le côté serveur. Tu sais pas comparer pour l'instant ce qu'ils ont fait? Moi, j'ai pu faire des démons. Alors, pour l'instant, j'ai fait des démonstrations c'est vrai que je les ai pas fait en public, je les ai plutôt faites en privé, les démonstrations de mon implémentation. D'ailleurs, je compte bien, dans les jours qui viennent, publier vraiment un screencast de l'état d'avancement de mon implémentation. On verra, la récupération des lignes d'annuaire, la génération d'une facture, l'envoi, la réception, les cycles de vie pour dire la facture est en litige, le litige est résolu, la facture est approuvée, la facture est mise en paiement, et de voir les cycles de vie qui s'échangent. Voilà, moi, mon implémentation, elle est basée sur les API AFNOR. Et je teste avec l'environnement de test de SuperPDP, qui est un concurrent des A-Link. Voilà, tous les deux sont des plateformes agréées qui implémentent les API AFNOR. Voilà, nous, pour nos clients, on a choisi SuperPDP, mais voilà, après chacun est normalement, comme c'est les API AFNOR, c'est censé être compatible avec toutes les plateformes agréées qui implémentent les API AFNOR. Pour que je comprenne bien sur le sujet, ce module-là, il fonctionne que tu sois sur la version entreprise ou que tu sois sur la version community, quoi. Oui, normalement, le module, il va marcher sur les deux éditions, oui. Ça marche. Tu seras prêt aussi pour septembre 2026, quoi. Ah oui, de toute façon, là, on n'a pas le choix. Là, le but, c'est même d'être prêt avant, évidemment, parce qu'on peut pas livrer les trucs juste le jour de la deadline. Moi, l'objectif, c'est là, dans les prochaines semaines, de finaliser l'implémentation des cycles de vie sur lequel j'ai encore du peaufinage un petit peu à faire et de commencer un peu je pense que déjà, on va l'installer en prod chez nous au mois de juin pour que nous, on commence à l'utiliser en prod. Parmi nos clients, on a la chance d'avoir le Forum national de la facturation électronique parmi nos clients, donc parmi les clients d'Accrétion. Donc du coup, et comme ils ont déjà activé leur adresse dans l'annuaire, on va pouvoir on va pouvoir leur envoyer une vraie facture pour de vrai. Donc là, le but, voilà, c'est que nous, on puisse commencer à bêta-tester sur notre serveur Odoo à nous
Et puis nous, on a prévu de commencer la formation de nos utilisateurs fin juin début juillet. Et puis après de commencer aussi à backporter le module sur les différentes versions d'Odoo, parce que là je travaille sur la version 18, mais il n'y a pas que la version 18. Donc voilà, moi j'ai promis de le mettre à disposition aussi sur la version 16. Et après, les versions impaires, ça sera si des gens m'en font la demande et me sponsorisent le portage sur des versions impaires, mais je le ferai pas spontanément sauf demande express. Côté d'Olibar, qu'est-ce que vous avez prévu pour le testing? Est-ce que vous avez prévu une phase de bêta publique? Comment est-ce que vous comptez vous organiser de votre côté dans les semaines, mois à venir? Déjà, on joue entre intégrateurs. Alors sur du bac à sable pour l'instant, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose qui diffère, si ce n'est qu'on n'est pas sur l'environnement de prod en test avec des vraies factures. Ça nous permet de rejouer des jeux beaucoup plus facilement. Donc aujourd'hui, on est déjà, je dirais, dans cette phase-là active. Voilà, moi je compte bien de mon côté, et je pense que chez mes confrères aussi, je pense qu'à très court terme, on va essayer de basculer tout ça en prod aussi, de s'embarquer sur l'annuaire et voilà, et de dire peut-être en juin quelque part, on va pouvoir aussi peut-être commencer à s'échanger des vraies factures entre intégrateurs de l'IBAR. On se facture de temps en temps des choses, donc voilà. Et puis peut-être d'embarquer des clients. Moi, je sais que j'ai des clients qui sont demandeurs aujourd'hui de faire du test là-dessus. Oui, parce que la difficulté, c'est que les ETI et les grandes entreprises qui sont dans l'obligation d'émettre à partir de septembre, on va pas les appeler là pendant notre phase de test en disant coucou Orange, coucou EDF, est-ce que vous pouvez nous envoyer des factures de test, s'il vous plaît, qu'on vérifie notre connecteur de l'IBAR. Donc ceux-là, on les recevra pour de vrai en production à partir de septembre. Et ça va être rigolo. Donc en attendant, on s'est organisé effectivement entre nous dans la communauté, principalement avec les intégrateurs, pour pouvoir faire ces tests et s'envoyer des factures mutuellement les uns aux autres. Ok. J'aimerais qu'on parle, dans l'épisode 1, on avait parlé de l'initiative lancée par Philippe et d'autres qui s'appelle PDP Libre. J'aimerais, Philippe, que tu rappelles un peu quels étaient les objectifs de cette initiative et où est-ce que vous en êtes de votre réflexion, implémentation, enfin bref, où est-ce que vous en êtes, quoi. Les objectifs, à l'époque, quand on était très énervé, fin 2024, on s'est dit, puisque l'État ne le fait pas, on va le faire. Bon, c'était peut-être un peu ambitieux quand même. Alors, le projet n'est pas abandonné. Alors, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire créer une PA, mais basée sur une structure avec une gouvernance ouverte, etc. Donc, une plateforme agréée. Plateforme agréée, tout à fait. Donc, d'où l'acronyme de PDP Libre, alors qui veut dire, en fait, projet de dématérialisation participative, puisque bon, voilà, on va pas changer le nom. Voilà, donc de construire une plateforme agréée, mais basée sur du code open source. Donc ça, c'est un projet qui est pas abandonné, c'est un projet long terme. De toute façon, si on le fait pas cette année, on pourra peut-être le faire en 2027, en 2028 ou en 2029. De toute façon, aujourd'hui, on bosse essentiellement sur du temps de bénévole, on va dire. Sachant qu'à terme, oui, s'il faut vraiment le faire, il y a de l'ISO 27001 à passer, devenir Access Point People. Enfin voilà, c'est quand même des budgets derrière qui sont pas forcément très neutres. Voilà, est-ce que ça ira jusqu'au bout? Je dirais à date, je sais pas le dire. En tout cas, il y a au sein de PDP Libre un groupe de travail là-dessus, sur la PA dite communautaire, comme on l'appelle chez nous. Voilà, qui a bossé sur les specs, qui a commencé à jeter des choses sur un dépôt. Voilà. En attendant, ce qu'on voulait nous, c'était aussi un peu se sécuriser par rapport à la réforme. Alors, on est parti effectivement sur, il y a eu quelqu'un, en l'occurrence c'était à l'époque Aurélien Bizotti, qui a pris son bateau de pèlerin et puis qui est allé toquer à la porte à l'époque des 80-90 PA. Et on fait un peu le filtre en amont en se disant avec qui on va travailler, voilà, pour essayer de voir comment on pouvait mettre en place un achat groupé quelque part. L'idée c'est de se dire on est tous des petits, si on y va séparément, effectivement, potentiellement, alors à l'époque, il n'y avait pas encore l'offre de Super PDP. Bon, je vais revenir là-dessus après, mais l'idée, c'était effectivement de trouver une plateforme agréée, d'en sélectionner une qui corresponde à un certain nombre de nos critères, une société basée en France, voilà, de taille humaine avec qui on puisse discuter, etc., etc. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a effectivement rencontré Esalink, qui à l'époque, c'est l'une des rares qui nous a dit tout de suite, Banco, on vous ouvre nos API, qui ne nous demandaient pas 20 ou 30 K pour accéder à leur bac à sable,
qui avaient déjà... Il y a vraiment des gens qui ont demandé 20 ou 30K pour accéder au bac à sable? Ah ouais, c'est fou. Ouais. Voilà, donc entre ceux qui répondaient pas, ceux qui disaient oui mais non, mais on n'est pas tout de suite, bientôt, etc. Voilà. Bon, on s'est retrouvés, puis bon, ils ont été assez volontaires et très proactifs entre guillemets. Donc bon, c'est vrai qu'on est parti. Il fallait qu'on commence à développer, donc ça nous a permis en tout cas de commencer à travailler avec eux sans qu'ils nous demandent rien en contrepartie. Hein, donc c'était voilà. Effectivement, entre temps, bon, il y a Super PDP qui est apparu avec son offre. Je vais dire un peu à la free, hein, avec le prix cassé. Malgré tout, donc nous on a continué dans une démarche, dans la démarche qu'on avait initiée. Ce qu'on voulait, c'était un peu sécuriser aussi la relation contractuelle entre PDP Libre. Aujourd'hui, OCA, c'est essentiellement des intégrateurs, des plateformes SaaS. Il n'y a pas que des gens de Dolibar. Il y a des gens de Docos, des plateformes SaaS, des intégrateurs Odoo communautaires, Community aussi. Enfin. Il y a un panel assez large, entre guillemets, des plateformes SaaS propriétaires aussi, voilà, qui elles aussi étaient à la fois intéressées par l'approche PA communautaire, mais aussi par la fois, mutualisation un peu du risque aussi vis-à-vis de la réforme et d'un acteur à qui on va confier nos factures et à qui on va confier les factures de nos clients indirectement. Il y avait un besoin un peu de sécuriser. Donc c'est un peu la démarche de PDP Libre aujourd'hui, c'est un peu un mix de tout ça qui nous a amené aujourd'hui, donc côté PDP Libre, à contractualiser, ça PDP Libre à contractualiser avec ESALink sur un ensemble de garanties contractuelles. Voilà, on a passé beaucoup de temps à négocier, revoir toutes les clauses contractuelles, tous les engagements en termes de niveau de service, de support, de temps de réponse, voilà, pour que effectivement on puisse déjà avoir une première offre. Alors certes, qui a un coût. Par contre, derrière, on a des SLA, des niveaux de garantie et des engagements sur le support qui sont forts et qui, pour, on va dire, des intégrateurs, pour pas mal d'intégrateurs et de plateformes, étaient importantes. Voilà. Donc là, on est parti là-dessus. Ça veut pas dire que tous les membres de PDP Libre vont utiliser ESALink. En fait, on va être assez ouvert puisque bon, finalement, à l'arrivée, on avait ESALink et Super PDP. Bon, Super PDP, c'était plus compliqué de contractualiser parce que il y avait une question de modèle économique quelque part avec le prix plancher qu'ils font aujourd'hui. C'est compliqué derrière de pouvoir, nous, côté PDP Libre, arriver à financer un peu une mutualisation, mais qui finalement, avec ces tarifs-là, n'a pas tellement de sens. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, on est plus dans une situation où, quelque part, on va router à la fois les gens vers ESALink ou Super PDP en fonction de leurs besoins. Si on prend la com, en tout cas, le cas que je connais bien de Dolibar, aujourd'hui, le connecteur de Dolibar est compatible à la fois ESALink et Super PDP. Les deux PA sont implémentés. Je pense que ça répondra pas aux mêmes besoins. Je pense qu'un utilisateur de Dolibar qui veut être totalement autonome, comme on en a énormément aujourd'hui, prendra le module communautaire, il l'installera, il ira ouvrir son compte chez Super PDP, récupérer ses identifiants et il vivra sa vie. Pour des structures qui veulent être accompagnées ou des intégrateurs qui veulent tenir la main à leurs clients, ESALink correspondra peut-être probablement mieux. Voilà, parce que je sais que derrière, j'aurai accès au support en ligne directe, que ils auront X heures pour me résoudre des problèmes quand mon client pourra plus envoyer ses factures et me gueulera derrière au téléphone. Voilà, c'est une forme d'assurance, de mutualisation du risque entre intégrateurs, plateformes. Voilà un petit peu le choix. Je sais pas si on verra, l'histoire dira si c'était un bon mauvais choix. En tout cas, pour l'instant, pour ceux qui ont choisi cette option-là, plutôt serein. Donc attends, PDP Libre, c'est une association. Vous êtes combien d'adhérents? 1901, ouais. Vous êtes combien d'adhérents pour l'instant? Avec, alors elle est structurée avec 2 collèges. Il y a un collège qu'on a créé effectivement dans le cadre de cette mutualisation via une contractualisation. Il y a un collège distributeur dans lequel on pourra adhérer si on veut, entre guillemets, profiter du contrat qui a été négocié entre ESALink et PDP Libre.
Voilà, bon, il y aura un contrat entre PDP Libre et ses membres distributeurs qui pourront du coup, qui seront autonomes pour gérer leurs clients, les connecter à leur logiciel de gestion, etc. Et puis il y a un collège utilisateur pour là, si on veut participer à la gouvernance un peu de l'association, si on veut participer aux travaux autour de la PA communautaire, etc., porter sa pierre, on pourra aussi adhérer à l'association. Mais dans un premier temps, voilà, l'association n'a pas vraiment les moyens de proposer, de faire du service ou autre. Enfin, ça viendra peut-être, mais à court terme, c'est un peu compliqué. Maxime, est-ce que tu as des choses à rajouter de plus ou Non, je confirme un peu tout ce qui a été dit avec Philippe. L'objectif de PDP Libre, le fait d'avoir une alternative et pour le coup, moi, en tant qu'intégrateur, effectivement, mes clients me confient leur ERP parce que je les accompagne. Donc, ils vont me confier de la même manière l'intégration de ce connecteur de facturation électronique. Et on a vraiment deux populations distinctes d'utilisation, notamment chez Dolibar, avec ceux qui se débrouillent un peu tout seuls avec le Dolibar communautaire et donc les modules qui vont avec. Moi, j'avais une question sur parce que du coup, vous avez l'expérience de vous interfacer à la fois avec SuperPDP et Zalink en utilisant les API AFNOR. Est-ce que du coup, vous avez alors l'API AFNOR normalement, la promesse, c'est que ça soit le même code qui puisse échanger avec l'un comme avec l'autre. Est-ce que dans les faits, du coup, vous avez quand même des petits trucs à changer quand vous basculez, quand vous utilisez SuperPDP ou Zalink, et quel genre de choses, à quoi ça touche les changements à opérer quand on passe de l'un à l'autre. Finalement, est-ce que la promesse des API AFNOR est tenue finalement? Ou est-ce que quand même dans les faits, il y a des petits if dans le code, if SuperPDP, alors cette balise elle est obligatoire? Moi, c'est un peu ce genre de truc que je pourrais vous dire après moi mon expérience, mais par rapport à l'API AFNOR, qu'est-ce que vous avez de l'expérience, moi je l'ai pas. Je pense qu'on pourra pas répondre, je sais pas toi Philippe, tout de suite, parce que justement avec Philippe, on s'est beaucoup concentré nous sur le testing et la partie Zalink, basé sur ce connecteur commun qui est d'ailleurs open source lui aussi, et c'est pas nous qui directement avons codé la partie connecteur SuperPDP. Alors non seulement Philippe et moi, je pense qu'on met pas beaucoup les mains dans le code, mais en plus on n'a pas eu à le faire sur les deux en parallèle. Maintenant, moi, vu de ma fenêtre, le connecteur qui a été développé pour Dolibar, il est très générique. Oui, j'ai une classe de connexion différente, une pour Zalink, une pour SuperPDP, mais derrière tout le flow métier est le même. Et alors après, je ne sais pas dans quelle mesure les API Zalink et les API de SuperPDP sont différentes, mais pour moi, la partie normalisation AFNOR, elle est entre la PA et les autres PA. C'est eux qui ils nous mettent à disposition le format FactureX qu'on décode, et nous on se base là-dessus pour récupérer les données. Oui, je pensais à l'interopérabilité quand je parlais des échanges entre les plateformes, mais on n'a, à mon sens, pas eu de différence de fonctionnement entre les deux systèmes. Quand on a lancé le développement, c'était un prérequis. On s'est appuyé notamment sur l'expérience qu'avait un des intégrateurs qu'après l'Ericsson, qui avait développé le module People pour la Belgique, où là, il y a autant d'access points avec presque autant d'API, etc. Donc, on s'est appuyé sur son expérience à lui sur le module donc là de connexion pour Dolibar. Donc, il y a une classe d'abstraction qui est complètement générique par rapport à l'API AFNOR. Et après, effectivement, il y a une surcouche de code, plus ou moins. Alors, j'avoue qu'effectivement, j'ai pas regardé. Il y avait eu énormément de code rajouté, d'écart entre les deux. Il faudrait regarder il y a les deux classes. Donc, il faudrait voir la classe de SuperPDP, si elle est conséquente ou pas. C'est facile. J'avoue que j'ai pas fait l'effort intellectuel, mais je pense que ça doit pas être très compliqué. Les deux connecteurs semblent à peu près identiques, en tout cas en termes de ligne de code. Mais les connecteurs Zalink et SuperPDP, pour moi, comme je disais, traitent des API mises à disposition par ces deux plateformes-là. Après, dans les deux cas, comme tu dis, il y a le format FactureX notamment, et puis même C2I qui est décodé par d'autres classes abstraites. Ouais. Et toi, Alexis, avant qu'on finisse, quelle est ton expérience là-dessus? Tu voulais dire un mot là-dessus? Moi, j'ai l'expérience avec l'API AFNOR de SuperPDP. Les seuls petits difficultés que j'ai rencontrées, par exemple, c'est que notamment sur les cycles de vie, j'ai pas eu vraiment de difficulté. J'ai eu globalement aucune difficulté sur la partie annuaire et puis la partie envoi-réception des factures. Sur les cycles de vie, j'ai été confronté à des petits soucis où, en fait, par exemple, certains champs que moi, j'avais pas renseigné dans mon XML parce que dans les specs, le champ XML était marqué comme étant facultatif, en tout cas pour l'échange entre l'entreprise et sa PA.
parce que le champ potentiellement il peut être dans certains cas obligatoire, dans certains cas entre la PA et le fisc. Donc du coup, et eux ils avaient du coup ils avaient dit le champ est obligatoire, quoi. Moi je l'avais pas renseigné, ça faisait une erreur, et puis comme le message d'erreur était pas toujours hyper explicite sur exactement quelle balise bloquer, bon, ils m'ont donné un petit coup de main pour me dire cette balise là effectivement chez nous elle est obligatoire. Donc en fait c'était pas dans l'API AFNOR elle-même, c'est dans les fichiers XML, quelles sont les balises obligatoires, quelles sont les balises facultatives. Il y en a qui mettent la barre un peu plus haut, des balises obligatoires qui en fait des balises facultatives qui en fait dans les faits sont obligatoires, sinon on se prend une erreur quand on essaye d'envoyer le fichier XML. Voilà, j'ai eu 2 petits trucs comme ça, bon, c'était pas très difficile à corriger, mais sinon non, j'ai trouvé que cette API AFNOR était plutôt bien conçue. En tout cas, j'étais agréablement surpris par l'API AFNOR. Et c'est vrai que dans le monde PayPal, il y a pas de normes d'API entre l'entreprise et son point d'accès PayPal. Et finalement, voilà, nous en France, il y a eu cette initiative de l'API AFNOR. Je crois que c'est vraiment à souligner parce que quand il y a eu l'abandon du portail public, on s'est dit, oh là là, il va falloir implémenter les API de différentes plateformes agréées. Il y a eu cette initiative d'API AFNOR. C'était vraiment une bonne nouvelle. On arrive à la fin. Avant de se quitter, j'aimerais vous laisser à chacun, si vous voulez, un mot de la fin, faire passer un message avant qu'on se quitte aux auditrices et aux auditeurs du podcast et qui utilisent un ERP d'Olibar ou un ERP Odoo avec les modules OCA. Maxime, est-ce que tu veux commencer ? Petit mot de la fin, je dirais qu'il va falloir prévoir un épisode 3 de podcast au cœur de l'été pour pouvoir justement dire dans quelle mesure on est dans les starting blocks et prendre la température qui crèvera les plafonds. Je suis plutôt confiant effectivement sur la suite par rapport à notre capacité de toute façon à répondre aux besoins clients et à pouvoir, comme je disais tout à l'heure, peaufiner et améliorer le tout pour que j'ai bien aimé ta formule, Alexis, de dire que notre job, c'est de faire gagner du temps à nos utilisateurs. Donc, on va être forcément là pour ça. Donc voilà, je suis très confiant là-dessus, que septembre, ça va être une bonne phase de test avec des flux un peu limités et qu'on va monter en puissance sur tout le début 2027. Philippe ? J'attends effectivement presque avec impatience septembre 2026 ou terreur, ça dépend. Ça dépend des matins, si j'ai bien dormi ou pas. Tu parlais tout à l'heure, Alexis, du cycle de vie et de ces petites infos qui passent chez une PA mais pas chez une autre. J'attends de voir moi aussi quand les choses vont s'échanger entre les PA, que les PA vont dire oui mais moi non parce que voilà, au niveau des contrôles, des documents, de la conformité et autres. Pour avoir posé la question, certains m'ont dit oui nous on s'est basé sur les schémas Tron, enfin qui sont les guidelines de contrôle. D'autres nous on a refait des contrôles à nous. Ouais, ok. Bon, on verra bien ce qui se passe. Voilà, donc j'attends un peu quand même de voir comment la machine va tourner, mais voilà, on sera sur des volumes raisonnables. Ce sera des gros volumes tout de suite si toutes les ETI et GE font bien leur boulot d'envoi d'émissions. Quelques millions de factures qui vont circuler. Et je serai amené à l'échelle d'une entreprise, ça fera pas non plus, si on est que sur de la réception, probablement de gros volumes. Donc ça permettra de voir déjà un petit peu comment la chose se passe. Et puis voilà. Pour les clients qui ont des cas pas très compliqués, je leur suggérerais aussi bien d'envoyer leurs factures, même s'ils ne sont pas tenus, ce qui reste possible aussi. Ok. Alexis, ton mot de la fin ? Oui, nous, on s'attend évidemment à des mois assez intenses jusqu'au démarrage et même après, parce qu'on sait que la phase de démarrage, c'est là où on va voir les vrais cas dans la vraie vie et on va devoir faire encore des ajustements et des mises à jour. Non, moi, ce que je vois un petit peu avec cette réforme, c'est que les entreprises qui auraient pu être sur des versions assez anciennes et qui étaient pas assez sensibles à la nécessité de pas s'enfermer dans le passé sur des anciennes versions d'Odoo, où je pense que c'est le même problème sur tous les logiciels, de dire oh non moi je veux pas faire de mise à jour, je veux rester sur ma version, elle marche bien, ça coûte du temps, donc de l'argent de faire ces mises à jour. Bon, là effectivement, quand on a des sujets comme ça où on a besoin d'avoir ces nouveaux modules pour la réforme de la facturation électronique, nous, les développeurs, on les met à disposition sur les versions récentes, alors pas la toute dernière, mais aussi N-1, N-2, etc., mais pas les versions d'il y a 5 ans ou 10 ans. C'est pas raisonnable pour nous de passer autant de temps, et donc du coup, finalement de voir que, comme sur plein d'autres sujets, il faut faire attention à quand même avoir un logiciel de gestion qu'on peut mettre à jour sans que ce soit trop lourd, trop compliqué. Et ça, c'est aussi un rappel
là, on le voit déjà cette année et on le verra, je pense, encore l'année prochaine, des entreprises qui vont se dire, moi, mon vieux logiciel de gestion propriétaire qui est plus maintenu, qui est plus machin, il va falloir que je le renouvelle. Et vite, j'ai besoin d'un Dolibar ou d'un Odoo en urgence. Alors, je ne sais pas si les intégrateurs auront la bande passante nécessaire pour accepter ces nouveaux prospects, ces nouveaux clients, parce qu'on sera évidemment tous très, très occupés. Mais on risque, on le voit déjà, nous, chez nous, mais je pense que voilà, ça continuera. Faut pas non plus se réveiller trop tard avant la deuxième échéance de septembre 2027 pour les entreprises qui ont besoin de changer de logiciel de gestion parce qu'il ne passe pas l'échéance il n'est pas capable de générer des factures dans un des formats de la réforme. Ou de s'équiper tout court. Ou de s'équiper effectivement d'un nouveau logiciel. Enfin, je pense qu'effectivement, pour avoir parlé à des intégrateurs, les gens te disent désolé, mais on est full. Donc voilà, donc c'est un peu tard. Il fallait s'y mettre avant. Écoutez, merci à tous les trois. Peut-être même qu'il y aura un épisode 3, effectivement. Peut-être vers octobre, quand on aura passé les premières semaines de démarrage, on commencera à avoir un peu un retour d'expérience. Ça pourrait être intéressant en octobre de faire un petit débriefing du démarrage. Il va falloir caler la date tout de suite, ouais. Ouais, voilà. Prenons rendez-vous dans quelques mois pour en reparler. Ok, écoutez, merci à tous les trois d'être venus. C'était cool. Je l'ai fait un peu à l'improviste cet épisode, mais je me suis dit que ça valait vraiment la peine de faire ça. Un petit message avant de se quitter pour les auditrices et les auditeurs. Si vous écoutez ce podcast depuis votre application de podcast et que vous avez des questions sur des termes qu'on a employés de manière générale sur le podcast, je vous invite à aller dans la transcription, parce que la transcription, elle est complète avec plein de liens, plein d'informations supplémentaires, potentiellement des captures d'écran, etc. Donc, c'est des ressources supplémentaires que vous avez à votre disposition si vous voulez creuser les infos. C'est des choses qui m'ont été demandées récemment. Donc, voilà, j'en profite pour passer ce message-là. Et voilà, donc comme d'habitude, faites tourner cet épisode. Renseignez-vous, posez des questions sur les réseaux sociaux des personnes ici présentes et de leurs entreprises si vous avez des questions. Cet épisode d'ailleurs m'a été, j'ai eu l'idée parce que j'ai vu quelqu'un sur les réseaux sociaux qui disait oh là là, Dolibar facturation électronique, ça va pas marché. Et je me suis dit qu'il était temps d'expliquer où on en était et que si ça allait fonctionner. Donc voilà. Donc écoutez, à bientôt pour un épisode 3. Puis voilà, on se reparle dans quelques mois. Merci. Avec plaisir. Merci Walid. Merci. Vous avez écouté un épisode de Projet Libre, le podcast de linuxfr.org. La musique est composée par Clément Oudot, alias Captain, sous licence CC by SA, retrouvée sur kptn.org. Si vous avez aimé le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et nous soutenir en suivant le lien dans la description de l'épisode.